Thanks, Mr. Chairman. Je voudrais d'abord remercier le Haut Commissariat au plan d'avoir organisé cette conférence importante et d'avoir invité le Conseil de la communauté marocaine et étrangère à participer à vos travaux. D'un mot pour nos invités étrangers, une courte présentation de cette institution qui est assez jeune puisque le Conseil de la communauté marocaine et étrangère est une institution placée auprès de Sa Majesté le Roi, qui a été créée en décembre 2007 et qui est fondamentalement une institution consultative et de prospective. Il y a un ministère chargé de la communauté marocaine et étrangère, dont M. le Président a rappelé l'importance, mais donc notre institution est fondamentalement une institution constituée de migrants marocains ou d'ascendance marocaine vivant à l'étranger et qui se réunit régulièrement pour émettre des avis consultatifs, pour améliorer les politiques publiques marocaines en direction de cette population, amplifier leur contribution au développement du Maroc et aussi réfléchir de manière prospective sur cette problématique que M. le Président vient d'introduire. Je partirai, M. le Président, de là exactement où vous avez terminé votre introduction remarquable, qui est comment, non seulement, me semble-t-il, faire que la mobilité humaine, un phénomène inévitable, soit géré, mais en même temps en essayant de défendre l'idée que la mobilité humaine est un élément essentiel de l'histoire de l'humanité, du développement de l'humanité, et un élément essentiel qui peut être un gage, disons, d'amplification des projets de développement. D'un mot aussi rapide que possible, comment aujourd'hui la migration marocaine, de manière générale l'immigration humaine, quelles sont les mutations principales auxquelles nous avons assisté en une trentaine d'années. Je dirais que le premier élément est bien évidemment la mondialisation de ce phénomène migratoire qui a été rappelé. Aujourd'hui, la majorité des pays du monde sont des pays d'émigration, d'émission de flux humains, de passage, de transit, mais aussi qui sont devenus des pays récepteurs, y compris des pays qui sont confrontés à de graves problèmes de développement et à des graves problèmes sociaux et économiques. Aujourd'hui, la question migratoire est posée. Il n'y a plus de flux sud-nord seulement, ces flux sud-nord continuent, mais les flux sud-sud s'amplifient de jour en jour et sont appelés à s'amplifier. Nous connaissons les causes qui sont à l'origine de ce phénomène, notamment l'émergence des pays pétroliers à partir des années 70 comme pays récepteurs. Il y a aussi l'émergence et la consolidation des politiques de contrôle des flux. Aujourd'hui, tous les États, y compris un État comme le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, mais d'autres pays d'Afrique subsaharienne, se sont dotés, à la suite des pays du Nord, de législations de plus en plus drastiques pour contrôler les flux des êtres humains, le développement des conflits régionaux, etc. etc. Aujourd'hui, l'humanité est partagée en deux. Il y a des personnes qui circulent de plus en plus rapidement au niveau international. Il y a une partie des populations, la majorité de la population, qui est assignée à résidence. Vous prenez l'exemple, par exemple, du développement de la politique des visas au niveau international pour voir qu'il y a une partie qui circule et une grande partie qui est assignée à résidence. Donc, mondialisation des flux, féminisation des flux. Aujourd'hui, plus de 50% des migrants du monde sont des migrantes qui sont confrontées à des problèmes particuliers. Troisième élément essentiel et durable, c'est ce que j'appelle le processus de sédentarisation contrarié et complexe. C'est-à-dire que les populations qui ont immigré sont en train de s'enraciner dans les pays de résidence, même parfois en situation irrégulière, sont en train de s'intégrer, comme on dit, dans les pays de résidence, mais ces processus sont des processus conflictuels, complexes, avec des avancées, mais aussi des régressions. Deux autres éléments essentiels que vous connaissez les uns et les autres, c'est bien évidemment le vieillissement des premières générations de migrants. Aujourd'hui même, ce week-end, c'est pour ça que je ne pourrais pas rester avec vous, nous organisons à Casablanca un colloque international sur les retraités marocains, en partenariat avec une douzaine d'associations de retraités marocains à travers le monde, et en même temps l'émergence dans tous les pays de résidence, y compris par exemple dans un pays comme le Maroc, même si c'est au niveau marocain, c'est 10 ans, ce n'est pas très important démographiquement, l'émergence des jeunes générations, des enfants de l'immigration qui sont socialisés dans ces pays de résidence. Il y a enfin, bien évidemment, la persistance de l'immigration illégale comme phénomène fondamental au niveau international et l'amplification malgré toutes les politiques de contrôle. Aujourd'hui, le trafic des êtres humains est une des questions essentielles posées à la communauté internationale. Et enfin, ce qui est deux éléments paradoxaux qu'il faut souligner. Le premier, c'est celui de l'enracinement des migrants, mais en même temps le maintien de liens avec le pays d'origine.
le maintien de liens affectifs, religieux, culturels très importants avec la terre quittée, même parfois à la deuxième, troisième, quatrième génération. Et surtout, phénomène essentiel qui me semble, et en même temps un défi et une ressource positive potentielle, c'est l'appartenance de ces migrants à deux ordres politiques et juridiques différents. Aujourd'hui, je peux être belge et marocain, néerlandais et marocain, je peux avoir, y compris, et nous le voyons par exemple pour une partie pas très importante, mais une partie de la communauté marocaine résidant à l'étranger, des gens qui peuvent avoir trois nationalités, appartenir à trois sociétés, et y compris vouloir participer politiquement et économiquement à trois systèmes. Cette appartenance multiple gêne les États. Les États la supportent très difficilement. Et donc, elle peut être une source de conflit entre États, comme elle peut devenir une source, disons, d'enrichissement mutuel. En deux mots, je crois que les deux éléments essentiels, c'est qu'on a affaire à la formation de diaspora et au développement d'un savoir-faire diasporique de plus en plus positif de mon point de vue, mais en même temps, l'immigration devient ce que j'appelle un objet politique chaud, polémique. Aujourd'hui, vous voyez bien que la question migratoire peut donner lieu à des conflits au sein des sociétés, peut être instrumentalisée politiquement lors des élections, nous le voyons ces jours-ci dans un pays comme la France. Elle peut aussi devenir un objet de tension entre États, de manière assez grave. Il y a encore des 2 ou 3 sommets euro-méditerranéens il y a quelques années, un des derniers qui était à Séville, la question par exemple de la gestion des rapatriements des personnes en situation irrégulière et peut donner lieu à des pressions parfois insupportables de certains pays du Nord à l'égard de pays du Sud comme le Maroc. Donc la formation de diasporas qui ont un savoir-faire réel, sur lequel je reviendrai très rapidement, et en même temps la politisation de la question de la migration, qui devient parfois une politisation conflictuelle, polémique, et qui peut donner lieu à des instrumentalisations partisanes. Alors, face à cette situation, brossée très très rapidement, quels sont aujourd'hui les outils et les instances de la gouvernance mondiale à notre disposition? Très rapidement, nous avons un référentiel international, disons en termes de valeurs, de référence en termes de droits humains. Il y a une convention internationale des Nations Unies des droits des migrants qui est entrée en vigueur, qui est donc l'instrument principal de gestion des migrations en termes de référence internationale reconnue. Une des questions essentielles qui est devant nous, c'est que cette convention internationale qui est en vigueur a été signée que par des pays du Sud. Aucun pays démocratique, aucun grand pays d'immigration démocratique au Nord n'a signé cette convention à ce jour. Vous savez que comme chaque instrument international, disons, qui a été élaboré par la communauté internationale dans le cadre d'une approche universelle des droits de l'homme, l'instrument international existant en la matière n'est pas signé par les pays du Nord, et ce sont les pays du Sud, dont le Maroc et d'autres pays du Sud, qui l'ont signé. Donc on a un instrument référentiel international, disons, d'une certaine manière impuissant, ou en tout cas incomplet. Nous avons deux grandes instances qui sont le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, et l'Organisation internationale des migrants, mais d'évidence, il y a un débat sur la question est-ce que ces deux instruments peuvent permettre une gouvernance internationale de la question migratoire. D'évidence, le HCR est confronté à un certain nombre de difficultés, des difficultés financières, mais aussi la difficulté de gérer la transformation des flux de réfugiés, la nature même de l'asile politique, de la demande d'asile politique qui est en train de se transformer pour des tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps d'intervenir. En tout cas, il y a l'OIM, donc l'Organisation internationale des migrants, mais qui ne relève pas du système des Nations Unies, mais qui est une organisation intergouvernementale. Et il y a le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est confronté à un certain nombre de crises et de mutations. Et d'évidence, d'autres instances du système des Nations Unies pourraient jouer un rôle plus important et veulent le jouer, comme par exemple le Bureau international du travail. Troisième, instance et dynamique de gouvernance, c'est le dialogue de haut niveau initié par M. Kofi Annan, qui a démarré par l'élaboration d'un rapport qui a été soumis au secrétaire général, auquel avaient participé d'éminentes personnalités, dont M. González, et qui a initié une série de rencontres intergouvernementales, la première à Bruxelles,
la seconde à Manille l'année dernière et la prochaine à Athènes en novembre prochain. J'y reviendrai parce qu'elle peut être aussi un lieu, disons, d'amélioration de la gouvernance et régionale, sous-régionale et internationale. Et enfin, le développement de quelques enceintes plus ou moins formelles au niveau sous-régional. J'en prendrai deux exemples puisqu'elles nous concernent ici au Maroc et concernent les pays d'un certain nombre d'invités. Le dialogue 5+5, par exemple, qui réunit les ministres de l'Intérieur des 5 pays du Maghreb et ceux de la façade méridionale avec la France de l'Union européenne, ou par exemple le dialogue euro-africain qui a démarré avec la conférence de Rabat il y a 4 à 5 ans et qui pourrait être aussi une instance de régulation des flux entre l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et l'Europe. Qu'est-ce que nous pourrions éventuellement, à titre de suggestion, et aussi rapidement que possible, imaginer comme, disons, piste d'amélioration? Je crois qu'il est possible de développer, disons, une action commune au niveau atlantique, puisque c'est l'objet de pour la gouvernance internationale. Je crois qu'il faut absolument qu'il y ait une action concertée pour la ratification universelle, je dis bien la ratification universelle, de la Convention protégeant les droits des migrants et de leurs familles des Nations Unies. Une action conjointe des États, disons, qui sont concernés par cette conférence pourrait aider à l'amélioration. Deuxième chose qui semble évidente, c'est que ce dialogue de haut niveau, initié par M. Kofi Annan, peut être aussi une enceinte de développement d'une logique commune, d'une action commune. La conférence d'Athènes est déjà pour novembre, mais on peut, y compris, élaborer un certain nombre d'échéances et avoir en tout cas des modalités d'action commune dans cette enceinte. Deuxième élément essentiel, c'est développer aussi des politiques de réseau entre les trois instances. Et je vais prendre un exemple puisque nous avons contribué à le créer. Vous savez qu'à l'image de notre Conseil, il y a des instances que les États mettent de plus en plus en place pour gérer leur diaspora. Il y a le Conseil des Espagnols à l'étranger, des Portugais à l'étranger, l'Assemblée des Français à l'étranger, le Conseil des Italiens, l'Institut des Mexicains de l'extérieur, etc., etc. Nous avons tenu ici, en mars dernier, la première conférence internationale des conseils et institutions de l'immigration, avec des organisations et institutions latino-américaines, européennes, d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Et nous avons créé un réseau permanent, un comité de liaison permanent de ces conseils, avec notamment l'idée de voir comment, sur des problématiques communes, essayer de réfléchir ensemble. Ce comité de liaison permanent existe aujourd'hui. Il tient sa deuxième conférence en février prochain, ou fin février, début mars, sous présidence espagnole de l'Union européenne. Et je crois que ce genre d'instance peut être. Enfin, il est clair, me semble-t-il, et ce sera mon mot de conclusion, que, disons, vu la transformation de la nature des flux migratoires, les flux migratoires ne sont plus des flux migratoires de l'ère fordiste, où des personnes d'un niveau, disons, culturel bas partaient pour la métallurgie, le bâtiment et, disons, les grandes industries de l'ère fordiste. Aujourd'hui, et notamment cela se révèle par ce qu'on appelle le brain drain, donc la fuite des cerveaux, aujourd'hui, un des phénomènes essentiels, c'est l'élévation du niveau culturel des migrants et la participation de tous les pays à la circulation internationale des élites professionnelles. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des jeunes femmes marocaines hautement qualifiées qui ont un très bon travail ici au Maroc et qui partent travailler 2 ans en Asie, 3 ans aux États-Unis, revenir en France et après revenir au Maroc. Donc, il y a d'évidence un potentiel de mobilisation de ce qu'on appelle les DSTE, les diasporas scientifiques, techniques et économiques, pour établir des partenariats entre leur pays de résidence et le pays d'origine. Il y a d'évidence des champs et des chantiers assez extraordinaires, assez énormes pour la mobilisation de ces compétences, si on accepte l'idée qu'il ne s'agit pas de retour définitif, me semble-t-il. Il faut réfléchir à la mobilité et la circulation plutôt que le retour définitif. Et ça, je crois, c'est-à-dire la circulation. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a en tout cas du travail. Nous avons au sein du Conseil, en ce qui nous concerne, un groupe DSTE, un groupe diaspora scientifique, technique et économique. Je ne voudrais pas donner des détails, mais nous assistons au Maroc, en tout cas, à de plus en plus d'exemples de mobilisation des compétences marocaines à l'étranger
disons, dans des projets de développement au Maroc et la négociation, l'élaboration de partenariats entre leurs pays de résidence, leur université de résidence, leurs laboratoires et des laboratoires marocains. Une des conditions pour cela, c'est d'accepter, me semble-t-il, la double appartenance. C'est d'accepter que ces personnes n'ont pas à choisir entre les deux filiations. Il faut que les États et les opinions publiques acceptent cette multi-appartenance. Et ce n'est pas évident. Nous le voyons, par exemple, dans plusieurs pays, comme les Pays-Bas ou la Belgique, lorsqu'il y a le débat politique sur l'immigration marocaine. Je vous remercie de votre patience, Monsieur le Président.